Des contraintes, par exemple, qui sont plus difficiles à gérer que d'autres. Je pense entre autres à, par exemple, si le film est demandé pour 2 semaines, 3 semaines, mais dit entre autres avec le groupe, vous pourriez intervenir avec un autre cinéma, parce qu'il y a des contraintes qui sont très difficiles à gérer. Oui, ça va arriver, mais ça dépend. Ce qui est convenu comme difficile à gérer, c'est différent d'un cinéma à l'autre, Oui, selon la quantité d'écran qu'on a aussi. Quand un film nous demande une pleine projection ou que le film est très long et que le distributeur dit au minimum dans la journée, ça me prend 3 projections dans la journée et qu'on sait que ça vient changer beaucoup les horaires de présentation, il y a pour certaines personnes ou certains cinémas que ça devient plus difficile. Donc oui, mais il faut apprendre soit à accepter ou à passer à côté ou à développer une façon de faire qui fait en sorte que c'est contraignant, mais qu'on est capable quand même d'offrir le produit. Parce que le but n'est pas de dire on n'offre pas le produit, le but est de dire on veut offrir le plus de produits, le plus de diversité possible, mais dans la mesure du possible où c'est faisable, évidemment. Bon, les projections en double, je dirais en double partie dans les salles, est-ce que c'est courant? C'est courant, oui, régulièrement, mais c'est pas fait sur un film qui va être à la sortie. Oui. C'est fait sur un film qui a quelques semaines à son actif ou qui est sorti et qu'on reprend parce qu'on ne l'a pas eu à la date de sortie. Oui, ça se fait fréquemment dans l'ensemble des cinémas, que vous regardiez les gros complexes ou les petits cinémas indépendants, c'est très fréquent. Justement, au niveau des complexes, il y en a 2 ou 3 importants au Québec, et lesquels? Il y a Cinéplex Odéon. Oui. Il y a le groupe RGFM dans la région de Drummondville, Joliette, Sorel-Tracy. Et il y a Guzzo également. Puis il y a Ciné Entreprise aussi, qui est très important comme groupe. Et est-ce que les distributeurs, à cause des producteurs, vous m'avez parlé de surveillance de la ligne téléphonique à un moment donné. Ben, en fait, ça revient à dire de respecter les ententes contractuelles. Parce que si on se dit, ou si les gens pensent que on est en région, on peut faire ce qu'on veut, c'est pas le cas. Surtout maintenant avec l'accès facile d'Internet, on peut pas faire ce qu'on veut. Ouais. Ce qui veut dire que oui, il y a une période de temps, et peut-être qu'encore aujourd'hui ça se fait, mais c'est plus accessible par Internet, ça leur demande moins de temps. Sur les lignes Infofilm, par exemple, si on disait aux distributeurs, oui, on va appliquer ce que vous nous demandez, mais qu'on fait quelque chose de complètement différent, eux prenaient la peine d'appeler sur chacune des lignes Infofilm et d'écouter l'horaire des films pour s'assurer que ce qu'on a déclaré est vraiment ce que l'on fait. Donc, il y a beaucoup, une espèce de police qui surveille ce qu'on fait, mais en même temps, on se doit en business de respecter les ententes qu'on prend avec les gens, tout simplement. Absolument. Donc, c'est un contrôle mutuel, d'une certaine façon. Oui, exactement. Et pour vous, diffuser le cinéma en région, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie pouvoir offrir une diversité, pouvoir offrir un produit de qualité. D'autant plus maintenant avec le numérique, c'est merveilleux. Des fois, on avait des copies qui venaient d'un deuxième... On était le deuxième cinéma à recevoir la copie, puis la qualité était épouvantable parce que les gens du premier cinéma n'avaient pas fait attention à cette copie-là. Tandis que là, on a vraiment quelque chose qui est d'une qualité exceptionnelle du début à la fin. Ça signifie aussi de pouvoir ouvrir les horizons, parce qu'on voit des jeunes, ça va faire bientôt 16 ans que le cinéma est ouvert, on voit des jeunes qui ont commencé et qui ont développé le goût du cinéma avec le cinéma en question, tandis que moi, si je me réfère quand j'étais plus jeune, mes souvenirs font partie d'un autre cinéma qui était d'une autre époque, et tandis que là, les jeunes, oui, je me souviens quand on allait au cinéma à cette période-là, où on a vu ça, j'ai des employés maintenant qui entrent au travail et qui ont des souvenirs d'étant plus jeunes, d'être venus au cinéma, donc ça fait partie aussi de souvenirs collectifs dans l'ensemble. Dans l'ensemble, OK. Et dernière question, Mélanie, il y a des records qui ont été établis ici, en particulier pour un film. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Il y a des... C'est un record? Ah oui, bien le Titanic. Le Titanic, oui. Titanic qui était à l'affiche du 19 décembre 1997 jusqu'à la 3e semaine de mai de 98, 21 semaines à l'affiche dans l'ensemble. Et pour célébrer les 100 ans du naufrage, le Titanic ressort en 3D le 4 avril. Et si je me fie aux commentaires que les gens portent quand ils voient l'affiche du film, ça a encore un intérêt assez particulier de dire « Ah oui, je veux revenir voir ça, surtout en 3D, je veux voir ce que ça donne ». L'avantage, c'est que c'est Cameron qui est derrière le projet, alors on s'attend à avoir un beau produit de qualité.
Mais effectivement, le Titanic, il y a eu des Harry Potter, le Seigneur des Anneaux aussi, La Grande Séduction, Un homme et son péché. Ça, c'est des films qui ont vraiment connu un beau succès en salle ici. Ça veut dire qu'autant québécois qu'américains ou étrangers, les films fonctionnent bien. On est tombé dans Certains une période, oui, on est tombé dans une période où le cinéma québécois s'est amélioré beaucoup. À partir de, nous, on a ouvert en 96, Oui. et là, le développement du cinéma québécois s'est fait sentir. Et des films comme Un homme et son péché a ramené des gens en salle que ça faisait des années et des années, on parle de 30, 40, 50 ans, qui s'étaient présentés en salle. Et le Titanic avait créé ça aussi. Des personnes de 80 ans qui venaient voir le film et qui disaient, moi j'y allais quand j'avais 17, 18 ans, puis là je reviens vivre ça, cinéma, une expérience cinématographique, et on revoyait les visages par la suite. Donc, le film, peu importe l'effort qu'on met à côté, la qualité du produit va faire en sorte que c'est ce qui va amener les gens au cinéma. Et ça m'amène à vous amener une sous-question qui est la dernière, vraiment. Le 3D, est-ce que c'est une évolution ou si ça doit être revu? Actuellement, les distributeurs, les gros majors américains sont en train de revoir la façon dont ils vendent leur 3D et la façon dont les films qui vont travailler en 3D. Parce qu'ils ont fait un petit peu à la sauce 3D de dire, on fait un film, tout d'un coup, on a connu un gros succès avec Avatar, mais tiens, le choc des titans, on va le mettre, on va le booster en 3D, mais c'est juste des effets de profondeur qui font en sorte que les gens n'ont pas véritablement un effet 3D intéressant. Là où on ne se trompe pas dans le 3D, généralement, c'est en animation. Oui. Alors, nous, l'exercice qu'on fait ici, selon les commentaires qu'on reçoit suite au visionnement des films, c'est de dire, oui, on fait le choix de prendre ce film-là en 3D parce que le 3D va amener quelque chose de plus au film, ou selon les commentaires qu'on a reçus, le 3D amène rien de plus au film, alors on va vous le présenter, mais en 2D. C'est pour ça aussi qu'il y a des fois où le film est sorti en salle en 3D, mais qu'on décide de le présenter en 2D. Mais c'est un exercice à faire, oui, de la part des distributeurs en premier, parce que ça implique beaucoup de sous, mais de notre part aussi, de ne pas présenter des produits qui sont de moindre qualité. Oui. Et en même temps, autre observation, c'est que le 3D amène les compagnies à faire une autre réflexion sur les suites et tout ça, comment présenter un film. Par exemple, il y a Bale avec Black Knight, par exemple. Il y a plusieurs interventions maintenant qui se font. Il y a un genre de recherche sur l'avenir du cinéma un peu. Oui, puis ça, c'est un questionnement qui se fait. Puis je pense que suite à l'avènement technologique qu'on vit actuellement, il va y avoir plusieurs réflexions. Depuis 2 ans, on entend parler qu'éventuellement, il y aura peut-être des hologrammes. On travaille dans certains studios de voir. Le but aussi est d'arriver à offrir du 3D sans lunettes. Mais ça veut dire des investissements supplémentaires parce que c'est un projecteur différent, c'est un écran différent. Donc, c'est de voir. Il se lance beaucoup de choses dans les airs. Jusqu'à quel point ça va arriver? Ça a pris bien des années avant de passer du 35 mm au numérique. Et là, il y a encore des salles qui, au Québec, ne sont pas encore transformées en numérique et ça s'en vient dans les prochaines années, dans les prochains mois, je vous dirais, parce qu'on n'a pas le choix. Les studios vont arrêter de produire en 35 mm. Cette époque-là est révolue. Alors, oui, c'est un gros changement, mais jusqu'à quel point, par la suite, ça va bouger rapidement avec ces technologies-là? C'est l'avenir qui va nous le dire. Ça va amener les compagnies aussi à peut-être produire à moindre coût, parce que les coûts demandent c'est les coûts de production qui sont très développés. Et quand on parle 3D, on parle beaucoup de post-production, donc de coûts élevés pour la copie du film. Oui, il y a certains projets, j'ai lu qu'il y avait certains projets qui avaient été arrêtés complètement pendant la pré-production ou même le début de la production en disant non, ça n'a pas de bon sens, le projet va nous coûter trop cher pour ce qu'il va ramener en bout de ligne, on change. Et l'autre optique que les compagnies développent aussi, puis là on parle beaucoup des majors américains, surtout dans ce domaine-là, c'est de dire, au lieu de sortir 60 titres dans une année, sortons-en, allons-y vers 45-50 titres, mais quelque chose qu'on va prendre la peine de bien travailler, d'avoir un bon scénario et d'avoir quelque chose d'intéressant à offrir au public. Merci beaucoup, Mélanie. Ça fait plaisir.